Bonjour et bienvenue pour la dernière vidéo de la série de l'été. Storm clouds gather. Our borders are beset by evil, both mundane and immortal. Depuis maintenant 8 vidéos, on a quand même fait un bon petit tour du jeu de Warhammer The Old World. On a vu qu'est-ce que c'était et en quoi consistait le jeu, on a vu toutes les phases de jeu, on a parlé un petit peu des personnages, de comment on fait son armée, de la magie. Et bien pour terminer, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ce qui peut contenir, tout ce qui peut être retrouvé dans les types de troupes et les formations possibles, vu qu'on est quand même dans un jeu régimentaire. Je vais vous parler donc des différentes troupes et des différentes formations que vous pouvez faire avec vos régiments. Dans Warhammer The Old World, on va souvent vous parler du mot unité. Voilà, on va souvent vous dire ce mot-là, au lieu de régiment, on va vous parler d'unité. Pourquoi? Parce que ce mot-clé est très important. Une unité peut concerner un régiment, donc un regroupement de plusieurs figurines, ou alors une unité peut être aussi un personnage isolé ou une figurine isolée. N'oubliez pas donc qu'un personnage, un monstre, ou alors un char lourd par exemple, ou une machine de guerre, sont bien décernés comme des unités, même si ce sont des figurines uniques. Bien sûr, le regroupement de figurines formant un espèce de régiment sont également des unités, évidemment, hein, sinon ça aurait été très compliqué de vous expliquer cette vidéo. Les règles qui s'appliquent donc aux unités fonctionnent bien pour les personnages isolés, les figurines uniques ou les régiments. Pour former une unité, il y a un nombre de figurines nécessaires pour y arriver. Ça se trouve dans la feuille de caractéristiques de chaque figurine du jeu. Vous avez un minimum obligatoire inscrit dans la taille d'unité et vous avez quelquefois un maximum également à indiquer. Les personnages, comme vous voyez, sont très souvent taille d'unité 1, tandis que beaucoup d'autres unités ont un minimum à atteindre pour former une unité, un régiment. Chaque unité que vous formerez, qu'elle soit toute seule ou qu'elle soit avec plusieurs figurines, disposera de quelque chose, je n'ai pas arrêté de vous parler durant toutes les autres vidéos, disposera de la puissance d'unité, la PU. La puissance d'unité est quelque chose de très important. À Warhammer The Old World, ça implique énormément de choses, plein de petites règles. On en a parlé dans la phase de corps à corps, on en a parlé dans la phase de tir, on en a parlé dans plein de choses. La puissance d'unité, c'est très simple. Pour savoir quelle est la puissance d'unité de chaque unité, eh bien, regardez son type de troupe et multipliez le nombre de figurines de cette unité par sa valeur de puissance d'unité par rapport à son type de troupe. D'où le fait de faire cette vidéo qui, en seconde partie, va vous présenter tous les types de troupes et donc chaque score de PU qu'il y a à avoir quand vous avez un type de troupe spécifique. Une fois que vous avez formé votre unité, on va donc voir dans quelle formation vous pouvez la classer et la poser. Il existe plusieurs formations, bien évidemment, mais vérifiez bien dans vos feuilles de caractéristiques de chaque figurine quelle formation leur est disponible. Certaines n'en ont qu'une seule, d'autres en ont plusieurs, et c'est au moment du déploiement que vous choisirez dans quelle formation elle est. Et surtout, vous présenterez lors de votre déploiement à votre adversaire dans quelle formation sont chacune de vos unités. Pas d'inquiétude, si des unités ont plusieurs choix de formation de régiment ou formation d'unité, eh bien vous pouvez changer durant la partie bien évidemment. Vous pouvez le faire dans les mouvements restants avec la reformation, on en a parlé dans la phase de mouvement, et vous pouvez également le faire lors d'un repli en bon ordre, lors d'un corps à corps. Commençons donc par la formation en ordre serré, la plus connue, celle qu'on va voir le plus souvent. La formation en ordre serré, c'est la formation épaule contre épaule, régiment bien serré, axe de vue de 45 degrés sur chaque côté, un devant, un front, un arrière, des côtés. C'est vraiment le régiment le plus célèbre qu'on a dans les wargames régimentaires. Pour former un de ces régiments en ordre serré, eh bien, il va vous falloir très souvent un nombre de figurines par rang pour représenter le fait qu'elles soient organisées. Ça, c'est également marqué dans leur type de troupe, on va en parler encore une fois dans la seconde partie de la vidéo, et tout simplement, à chaque fois que vous aurez atteint au minimum cette longueur de rang, eh bien, vous aurez un rang formé. Sachez, et n'oubliez pas que c'est très important, si vous en avez plusieurs qui s'accumulent, plusieurs rangs qui se suivent, eh bien là, par contre, vous aurez même des bonus de rang. Attention à ne pas oublier, le bonus de rang, par contre, n'est compté qu'à partir du second rang. Une figurine qui n'a qu'un seul rang n'a pas de bonus de rang. Si jamais, en formant cette unité, vous voulez faire des beaux rangs bien classiques, mais qui vous manquent des figurines parce que vous n'avez pas pu les payer en physique ou en points, eh bien c'est très simple, le seul rang qui a le droit d'être incomplet pour former l'unité, c'est le rang
arrière, le dernier rang. Parce qu'en même temps, on n'a pas le choix, il faut bien que le reste soit bien aligné. Dernière chose, une unité en ordre serré possède une règle spéciale qui est très simple et qui a surtout été erratée. Une unité en ordre serré, si sa puissance d'unité est de 10 ou plus, elle a un bonus de résultat de combat de +1. Voilà, vanilla, toujours compté, etc. C'est très important justement cette errata parce qu'il y avait des personnages sur monstres qui pouvaient avoir 8 PV, 9 PV et qui avaient avant le bonus d'ordre serré constant. Maintenant, s'ils ont 8 ou 9 PV, ben ça ne marche plus, il faut avoir 10 ou plus. Attention cependant, lorsque vous êtes en ordre serré, il faut bien faire attention à la forme de votre régiment. Pourquoi ? Parce que ça implique 2 sous-formes de combat, tout simplement. Vous avez les régiments plus larges que profonds. Vous avez par exemple 7 hommes en ligne sur 3 rangs, 5 hommes en ligne sur 4 rangs, etc. etc. Eh bien, si vous êtes plus large que profond, vous êtes en ordre de combat. Vous êtes là pour le fight. Autrement dit, chaque rang au-delà du premier qui est présent dans ce régiment vous apportera un bonus de rang selon votre type de troupe. C'est seulement si vous êtes en formation plus large que profonde que vous avez ces bonus. Par contre, attention, si vous êtes en ordre serré et en fonction ordre de combat, donc plus large que profond, et que vous combattez dans un terrain difficile, vous perdez ce bonus de rang. Tous les bonus de rang que vous pouvez avoir, vous les perdez, parce qu'en même temps, l'ordre serré est là pour combattre épaule contre épaule, mur de bouclier, lance en avant, arme prête. Bref, c'est quelque chose qui demande une cohésion très importante, et si vous allez dans une forêt ou un marais, ou même simplement un terrain dangereux, eh ben, vous perdez cette cohésion et donc vous perdez vos bonus de rang. Mais si vous êtes en ordre serré, mais que vous avez plus de profondeur que de largeur, par exemple vous avez 4 figurines de front et 5 rangs alignés, plus vous avez des grosses fesses quoi en fait en régiment, et surtout moins vous avez de taille, et bien là vous n'êtes plus en ordre de combat, vous êtes en colonne de marche. Vous pouvez l'être dès le début de la bataille, encore une fois vous choisissez votre formation lorsque vous déployez, et après vous pouvez vous reformer dans les phases que je vous ai parlé. Être en colonne de marche vous fait plus former un régiment pour la manœuvrabilité plutôt que le combat. Lorsque vous êtes en colonne de marche, vous n'avez plus la possibilité de faire des mouvements de charge. Si vous êtes frénétique, vous devrez quand même déclarer des charges, mais vous n'aurez pas le droit de faire de mouvements de charge. Également, vous n'avez pas de bonus de rang lorsque vous êtes en colonne de marche. Et là vous allez me dire, mais attends, mais à quoi ça sert? Alors je perds tous mes bonus de l'ordre serré si je fais ça? Eh bien, pas tellement. Si vous êtes en colonne de marche, c'est que vous essayez de vous installer correctement sur la table, de faire un très bon mouvement. Si vous êtes en colonne de marche, votre marche forcée ne multiplie pas votre mouvement par 2, mais par 3. Ce qui fait que si vous avez mouvement 5, vous pouvez faire 15 pas en colonne de marche. Après, par contre, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas vous reformer à la fin, parce que c'est une marche forcée. Donc, choisissez bien. Donc, pour vous résumer, l'ordre serré, c'est tout simple. Si c'est marqué ordre serré dans la feuille de caractéristiques de votre figurine, vous avez le droit de l'arranger en ordre serré, et vous avez le choix. Soit vous vous mettez en plus large que profond, et vous êtes en ordre de combat, soit vous vous mettez en plus profond que large, et vous êtes en colonne de marche. Deuxième formation d'unité possible, l'ordre dispersé. L'ordre dispersé, il ressemble physiquement et visuellement exactement à l'ordre serré. C'est-à-dire, c'est toujours les régiments bien posés, bien carrés, bien rectangles, tous ensemble. Vous allez me dire, attends, mais je regarde le croquis, c'est la même chose. Oui, c'est normal, vous inquiétez pas. C'est juste en fait que les combattants en ordre dispersé fonctionnent en état régimentaire, ils combattent l'un avec l'autre, toujours face à un adversaire, mais ils n'ont pas l'habitude d'être serrés les uns contre les autres, bouclier contre bouclier. Par exemple, les elfes sylvains, où je crois pas mal d'hommes bêtes, disposent de l'ordre dispersé lorsqu'ils combattent, parce qu'en même temps, quand tu tapes dans tous les sens ou tu danses dans tous les sens pour frapper, c'est sûr que c'est plus difficile de former un mur de bouclier. C'est pour ça que lorsque vous avez des ordres dispersés sur la table, précisez-le bien à l'adversaire au déploiement, parce que ça va peut-être l'inciter à aller plus là-dedans que dans un ordre serré. Et encore, pas sûr. Mais vous allez me dire, à quoi ça sert donc l'ordre dispersé? Eh bien, l'ordre dispersé, là aussi, il a les deux sous-phases, enfin les deux sous-formes de régiment, d'unité, que l'ordre serré. Il a les mêmes, il a l'ordre de combat et la colonne de marche. Donc si vous êtes toujours plus large que profond, en ordre dispersé, eh bien vous avez la formation de combat. Selon le type de troupe, vous aurez des bonus de combat avec un nombre maximum, pareil donc que l'ordre serré, mais vous n'avez pas le bonus de puissance d'unité.
Ça c'est assez important vu que vous ne formez pas un espèce d'énorme bloc. Si vous avez une puissance d'unité de 10 ou plus, vous n'avez pas le bonus parce que vous n'êtes pas en ordre serré, vous êtes en ordre dispersé. Mais l'avantage d'avoir l'ordre dispersé plutôt que l'ordre serré, c'est que si vous combattez dans un terrain difficile, vous avez vos bonus de rang. Parce que vu que vous n'avez pas besoin d'être tout le temps collés l'un à l'autre, schématiquement bien sûr, hein, lors du combat, eh bien, vous avez plus l'habitude de combattre dans les terrains difficiles, d'où les elfes sylvains qui ont beaucoup d'ordres dispersés. Enfin, après un mouvement, sauf si elle a fait une marche forcée, une unité en ordre dispersé a le droit de se reformer de 90 degrés. Donc c'est ultra utile pour ce qui est de la mobilité, d'être en ordre dispersé. Cependant attention, ce n'est effectif que lors des mouvements restants. Ensuite, si votre régiment en ordre dispersé est plus profond que large, eh ben c'est exactement comme l'ordre serré, vous avez le droit d'être en colonne de marche. Donc toujours, vous n'avez pas le droit de faire de mouvement de charge, vous n'avez plus de bonus de rang, mais votre marche forcée est multipliée par 3 et non pas par 2. Donc voilà, ça c'était l'ordre serré et l'ordre dispersé. Chose importante, si jamais votre régiment n'est pas rectangulaire, mais il est carré, vous avez le même nombre de lignes que de colonnes, eh bien vous comptez toujours en ordre de combat, que ce soit pour disperser ou que ce soit pour l'ordre serré. Petite précision au cas où on me la pose la question. Ensuite, passons à la troisième formation possible, les tirailleurs. Et alors là, je vais en avoir à dire. Les tirailleurs, ce ne sont pas les figurines qui sont serrées les unes contre les autres, ce sont les figurines éparses, celles qui sont décalées les unes des autres et qui forment des espèces de bulles de régiments et non pas des gros blocs bien serrés. Les tirailleurs ont bien sûr des restrictions et des règles qui s'appliquent qu'à eux. Déjà, pour former une unité de tirailleurs, il faut que les figurines soient à maximum un pas de distance les unes des autres et qu'elles ne soient jamais collées les unes aux autres, sauf lors d'un corps à corps. De plus, pour garder la cohésion d'unité, chose très importante pour les tirailleurs, eh bien, il faut que vous soyez à au moins un pas, enfin un maximum un pas d'une unité du régiment. Les tirailleurs étant d'une forme super spécifique, ils ne sont pas obligatoirement d'être en ligne, hein, ils peuvent être en quinconce, ils peuvent être en bulle, ils peuvent être vraiment comme ils veulent. Eh bien, vu qu'ils peuvent être comme ils veulent, eh bien, ils n'ont pas de front, pas de flanc, pas de dos. Et donc, ils peuvent tirer, voire se déplacer à 360 degrés sur la table de jeu. Et oui, ils peuvent bouger dans toutes les directions, charger dans toutes les directions et tirer dans toutes les directions. Lorsque vous allez vous déplacer, vous n'avez aucun malus au déplacement par rapport aux rotations de chacune de vos petites figurines individuelles dans un régiment de tirailleurs. C'est pour ça qu'ils ont une mobilité énorme. Idem, vu qu'ils ne forment pas un bloc, mais qu'ils forment des trous dans leur régiment, même s'ils ont une cohésion d'unité, vu qu'ils sont un maximum un pas entre eux, ils n'ont pas le droit de se coller, eh bien les autres unités, amis ou ennemis, voient à travers les trous des tirailleurs. Ils ne voient pas à travers les figurines physiques, mais ils voient à travers les trous dans les régiments de tirailleurs. Donc par exemple, vous voulez tirer avec un régiment qui se trouve derrière des tirailleurs, vous avez le droit de viser entre les figurines, mais vous allez offrir un couvert à l'adversaire. Si par exemple vous avez votre unité de tirailleurs, et vous avez une autre unité que vous voulez cibler, vous avez le droit de tirer à travers, mais vu que vous allez tirer à travers des unités qui offrent des couverts, bah, l'unité adverse elle aura un couvert. Par contre attention, si vous tirez sur des tirailleurs, si ces tirailleurs, ces figurines qui le composent ont une puissance d'unité de 1, et uniquement de 1, vous subissez un malus de -1 pour tirer. Encore une autre chose sur les tirs, si vous êtes un régiment de tirailleurs qui peut tirer, eh bien vous avez le droit de tirer à 360 degrés, je viens de vous le dire, vous avez un arc de vision à 360, mais vous allez peut-être vous bloquer la vue avec l'un de vos tireurs. Si par exemple vous alignez parfaitement vos tirailleurs pour tirer, ben ils vont se gêner. Ils vont se gêner l'un l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a que la première ligne face à vous qui pourra tirer, vu que l'autre va bloquer la vue. Mais si vous êtes en quinconce parfait, eh bien vous pouvez tirer en ligne droite sans aucun malus. De toute façon, l'unité de tirailleurs en elle-même ne s'inflige pas à elle-même un malus de couvert, bien évidemment. Petite règle spéciale qui s'applique pour les tirailleurs, c'est la règle escorteur de char. C'est une règle qui peut être directement disponible dans la feuille de caractéristiques de votre figurine, ou alors que pour certains peuvent se payer en amélioration. Les figurines qui ont cette règle spéciale et qui sont bien en formation tirailleur, hein, c'est vraiment martelé dans la règle, permettent aux alliés de type char de voir à travers eux, donc comme n'importe quelle autre unité, mais aussi
de se déplacer à travers gratuitement. Bah oui, parce qu'ils sont escorteurs de chars, ils sont là vraiment pour offrir une espèce de couvert au char, mais surtout aussi de surprendre l'adversaire. Si par exemple vous êtes un char, vous avez une unité de tirailleurs escorteurs de chars devant vous et une unité ennemie qui est en face, vous avez le droit de déclarer une charge et de passer à travers vos escorteurs sans leur infliger le moindre dommage. Si jamais vous vous arrêtez sur un de vos escorteurs de chars, déplacez gratuitement l'escorteur de chars à la distance la plus proche possible, bien sûr. Règle importante, les chars qui sont à proximité d'une unité escorteur de chars, eh bien les tirailleurs qui forment ces escorteurs de chars comprennent dans leur cohésion d'unité, donc le truc de maximum 1 pas de distance entre eux, eh ben, ils comptent le char. Ce qui veut dire que vous pouvez séparer en gros votre régiment d'escorteurs de chars en deux. Si le char reste au milieu, eh ben, il compte dedans. Attention quand même, si vous perdez votre cohésion d'unité, vous risquez de tuer vos propres figurines. Mais voilà, en termes de formation, c'est super intéressant et c'est une des règles les plus tactiques qu'on peut avoir avec les tirailleurs. Donc on a parlé des tirailleurs dans le mouvement, on a parlé des tirailleurs par rapport au tir, il faut bien qu'on parle des tirailleurs dans les combats. Quand on charge avec une unité de tirailleurs, il faut faire très attention. Parce que, comme je viens de vous dire, la cohésion d'unité est très importante pour les tirailleurs. Lorsque vous avez votre résultat de portée de charge, votre jet de charge complet, vérifiez bien. Dès que vous allez avoir une de vos figurines qui peut rentrer en contact socle à socle grâce à la portée de charge, grâce à votre jet de charge, faites-le. C'est-à-dire que, clac, vous venez impacter l'adversaire au corps à corps en espérant avoir fait suffisamment de distance. Vous pouvez faire ça, amener au contact de l'unité vos tirailleurs, jusqu'à arriver à maximum socle à socle. Vous ne pouvez pas dépasser en largeur l'ennemi. Si jamais vous arrivez à impacter, vous comblez le socle à socle avec vos tirailleurs, les hommes derrière, vos autres tirailleurs vont aller former les rangs derrière le rang combattant, le premier rang. Mais si votre distance de charge n'arrive pas à combler le trou total pour tout votre régiment, c'est-à-dire que vous avez une séparation de 9 pas, vous arrivez à faire 9 pas de charge pile, mais que votre régiment était très espacé, et bien vous faites 9 pas pour tout le monde, et ceux qui arriveront même pas à toucher l'arrière de votre régiment, eh bien ils meurent directement. Voilà, vous perdez votre cohésion d'unité. Si un régiment de tirailleurs perd sa cohésion d'unité, c'est-à-dire des unités sont trop loin, les figurines sont trop loin, elles meurent directement. Ça c'est une des règles un peu chiantes de Whole World, mais bon. Pareil, si vous êtes tirailleur et que vous êtes chargé, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu que ça soit un jet de charge pour vous raccrocher et vous recoller à l'adversaire lors d'un corps à corps, et bien là c'est votre mouvement de base. Donc si vous êtes nain, tirailleur avec mouvement 3, faites pas des méga lignes. Parce que si vous faites des super lignes, bah vous risquez en fait de perdre beaucoup de vos unités, rien que si l'ennemi arrive à vous impacter. Donc faites très attention. Enfin, si vous êtes tirailleur et que vous chargez un autre tirailleur, eh bien vous allez faire votre distance de charge. Dès que vous allez impacter un des tirailleurs, vous allez vous arrêter avec votre tout petit tirailleur et vous allez, avec votre distance de charge, former la ligne la plus grande et l'autre tirailleur va essayer de faire pareil avec sa portée de charge, sa portée de mouvement. Voilà, c'est assez technique, mais vraiment, simplifiez-vous la vie, vous arrivez au contact, vous impactez avec la distance de charge et après l'autre vient combler des trous. Faites juste attention à votre cohésion d'unité, si jamais vous êtes trop loin, bah, vous allez avoir des pertes gratos. Chose importante, les pertes dues à la cohésion d'unité lors d'une fermeture d'un corps à corps ne comptent pas dans le résultat de corps à corps. Une fois qu'un combat sera terminé avec des corps à corps, c'est-à-dire ben, soit vous cédez du terrain, enfin soit l'ennemi cède du terrain, soit il se replie en mode soit il est démoralisé, les tirailleurs éclatent à nouveau et se reséparent jusqu'à un maximum de 1 pas de distance entre toutes les figurines. Voilà. Donc en gros, vous pouvez juste vous espacer d'un demi-millimètre, mais vous êtes obligé de laisser quand même un espace à la fin d'un combat. Enfin, dernière chose pour les tirailleurs, n'oubliez jamais que les tirailleurs n'ont jamais aucun bonus de rang, ça c'est important, et aussi ils ne peuvent jamais désorganiser un adversaire. Ça c'est dans les combats et les petits détails, mais si voilà, vous êtes pris par le flanc, on en a parlé dans les corps à corps, si vous êtes pris par le flanc dans un ordre de combat, avec une PU suffisamment grande, eh bien vous pouvez être déstabilisé, désorganisé, et donc perdre vos propres bonus de rang. Les tirailleurs, s'ils vous prennent de flanc, ils ne peuvent jamais vous désorganiser, même s'ils sont à 30 contre 5. Enfin, contre 10. Les dernières petites précisions pour les tirailleurs, si vos tirailleurs paniquent, parce que ça pourra arriver hein, bien sûr, et qu'ils traversent une de vos unités alliées, si cette unité alliée est en ordre serré, en ordre dispersé ou dans n'importe quel autre ordre que tirailleurs, eh ben vos tirailleurs ne déclenchent pas de panique. J'avais complètement zappé cette règle. Si vous êtes des tirailleurs et que vous paniquez à travers un énorme régiment de chevaliers,
il s'en moquera. S'il n'est pas tirailleur, il vous laissera faire, puis il paniquera même pas lui. Allez, ciao les gars. Dernière chose, les personnages. Les personnages et les tirailleurs. Tout personnage isolé qui n'est pas un char lourd ou un monstre compte bien comme tirailleur. S'il est tout seul, il est tirailleur. Donc attention, méfiez-vous, par exemple, les seigneurs du chaos sur monture démoniaque, ils peuvent être super classe sur une espèce de juggernaut ou alors sur un... Enfin, si la figurine ressemble à un juggernaut ou à un gros cheval, le mec est tirailleur. Il voit à 360 degrés. Il peut donc vous charger dans toutes les directions. Voilà. Méfiez-vous bien de ça. Bon, les chars, bien sûr, les gros chars lourds ou les monstres ne le font pas, heureusement. Genre les Shugengan de Katei, sur leur longue mât, ne sont pas tirailleurs. Ils sont en ordre serré. Et n'oubliez pas que les tirailleurs ne peuvent être rejoints par un personnage que si ce personnage est de la même sous-catégorie de type de troupe. Voilà. Donc vous ne pouvez pas mettre un régiment de cavalerie légère tirailleur accompagné avec un cavalier lourd. Voilà, ça ne marche pas. Il faut vraiment être de la même sous-classe de catégorie. Donc voilà, je vous ai résumé les formations, l'ordre serré avec l'ordre de combat et la colonne de marche, l'ordre dispersé avec l'ordre de combat et la colonne de marche, et les tirailleurs. Il existe d'autres formations de combat spécifiques à certaines armées, je pense bien sûr au fer de lance bretonien pour ça. Je vous envoie regarder la vidéo qu'on avait faite sur l'analyse d'armée des bretoniens, vu que là c'est une armée spéciale qui s'applique qu'à eux. Maintenant qu'on a vu les formations pour la guerre, parlons des types de troupes. Je vais être un peu plus rapide que ce que je pourrais faire d'habitude, mais surtout je vais essayer d'être au plus simple possible pour vous présenter les différents types de troupes qui existent dans le jeu. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il existe le type de troupe infanterie, cavalerie, char, monstre et machine de guerre. 5 catégories de types de troupes. Mais chacune de ces catégories possède des sous-catégories. Donc commençons par l'infanterie. Si vous êtes du type infanterie, vous pouvez être plusieurs sous-types. Le plus connu, c'est l'infanterie régulière. L'infanterie régulière, pour avoir un rang, il faut 5 figurines. Votre maximum de bonus de rang que vous pouvez avoir, c'est plus 2. Donc si vous avez un régiment de 5 par 4, donc 5 en ligne et 4 rangs formés, eh bien votre bonus de rang s'arrêtera au 3e. Le premier ne compte pas, les 2 suivants, bonus de rang plus 2, ça fonctionne, et le 4e peut être compensé avec les pertes que vous aurez durant le combat. Donc ça fonctionne pour ce qui est des bonus de rang maximum plus 2. La PU, la puissance d'unité par figurine dans l'infanterie régulière, c'est très simple, c'est PU 1. Donc si vous avez 20 hommes en infanterie régulière, votre PU est de 20. L'infanterie régulière possède des règles spéciales. Il y a le feu de l'action. On en a déjà parlé dans la phase de corps à corps. Si vous n'avez pas chargé, votre rang combattant n'est pas que d'une seule ligne, mais de 2 rangs. Ensuite, vous avez la règle masse d'infanterie, on en a également parlé. Si votre PU est supérieur à la fin d'un combat à celle de l'adversaire, eh bien vous avez un bonus de résultat de combat de plus 1. Enfin, on a également parlé de la règle parade dans la section corps à corps. Si vous avez combattu avec de l'infanterie régulière, avec armes de base et bouclier, votre sauvegarde d'armure a plus 1, jusqu'à un maximum de 3+. Vous avez ensuite l'infanterie lourde dans la catégorie infanterie. L'infanterie lourde, pour avoir un rang, il ne vous faut que 4 figurines. Alors attention, vous pouvez dépasser, vous n'êtes pas obligé d'avoir que des régiments de 4, vous pouvez aller jusqu'à 7, il n'y a pas de problème, voire plus. Pour ce qui est des bonus de rang maximum que vous pouvez avoir avec l'infanterie lourde, c'est idem, c'est plus 2. Enfin, la puissance d'unité est également de 1 par figurine pour ce qui est de l'infanterie lourde. L'infanterie lourde possède également la règle feu de l'action, la règle masse d'infanterie, la règle parade, mais on possède une de plus, c'est la règle du calme dans les rangs. Rappelez-vous, je vous ai parlé de si on était attaqué par les flancs avec une unité suffisamment puissante en termes de puissance d'unité, eh bien on était désorganisé. C'est à partir de 5 unités qui ne sont pas tirailleurs, 5 puissances d'unités qui ne sont pas tirailleurs, vous pouvez être désorganisé si vous êtes infanterie régulière. Mais si vous êtes infanterie lourde, eh bien il faut des unités qui vous prennent de flanc à PU 10 ou plus pour vous désorganiser. Les mecs sont un peu plus solides, ils sont moins inquiétés pour les prises de flanc. Ensuite, dans la catégorie infanterie, vous avez l'infanterie monstrueuse. L'infanterie monstrueuse, pour former un rang, il lui faut minimum 3 figurines, et non plus 4 ou 5. Le bonus de rang offert par l'infanterie monstrueuse est également de plus 2. Par contre, la puissance d'unité par figurine de l'infanterie monstrueuse, c'est 3 par figurine. Donc si vous en avez 3 figurines d'infanterie monstrueuse, votre puissance d'unité est de 9, automatiquement.
L'infanterie monstrueuse, malheureusement, ne possède pas le bonus de masse d'infanterie, de feu de l'action ou de parade. On aurait bien voulu ça pour la horde de trolls ou surtout les ogres. Mais ils ont une seule règle spéciale qui s'applique à eux-mêmes, c'est la règle Pato. Ils ne peuvent être rejoints par un personnage que si ce personnage est infanterie monstrueuse. Enfin, dernière catégorie, sous-catégorie d'infanterie, ce sont les nuées. Les nuées, ce sont des socles spécifiques qui n'ont pas vraiment de taille d'unité, ça dépend de plein de nuées différentes. Elles ne peuvent pas avoir de rang, donc elles n'ont pas de bonus de rang qu'elles peuvent vous appliquer. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Leur puissance d'unité, quel que soit leur nombre de PV, clin d'œil aux Nurglings de Nurgle qui ont 7 PV, l'APU des nuées n'est que de 3. Jamais plus, par figurine bien sûr. De plus, pour les nuées, il y a 3 règles spéciales qui s'appliquent. La règle insignifiant, elles sont tellement petites les nuées qu'on peut tracer une ligne de vue à travers, même si elles ne sont pas tirailleurs ou quoi que ce soit, parce qu'elles sont trop petites. La règle on s'en fiche fait que, quelle que soit la catégorie voilà, quelle que soit la situation où la nuée déclencherait une panique, elle n'en déclenche pas. Voilà, donc elle est annihilée, elle panique à travers vous. Non, vous inquiétez pas, elle vous déclenchera jamais de panique. Vous vous en foutez un peu des nuées. Et également, elles sont indisciplinées. En même temps, c'est très souvent des mouches, des rats ou des serpents. C'est un peu teuteux. Elles ne disposent jamais de la présence charismatique du général, donc elles prennent jamais le commandement du général de l'armée et elles ne font jamais attention à la grande bannière de votre armée. Elles ne peuvent pas profiter de la règle tenir les rangs. Donc vraiment, c'est du sacrifiable as fuck, les nuées. Tout ça, ce sont les sous-catégories du type de troupe infanterie. Elles sont donc toutes sujettes au coup fatal. Voilà. Si jamais ça vous one-shot, quel que soit votre nombre de PV, le coup fatal avec cette catégorie. Voilà. Donc faites attention quand vous jouez Ogre, Croxigore ou autre. Ça fait très très peur, les coups fatals. Deuxième type de troupe, les cavaleries. Il y en a bien sûr plusieurs. Déjà, la cavalerie légère. La cavalerie légère, il vous faut 5 figurines pour former un rang. Le bonus de rang de la cavalerie légère ne s'applique qu'à plus 1. Si vous avez 3 rangs de cavalerie légère, vous aurez qu'un plus 1 de bonus fixe. Et la puissance d'unité pour chacune des figurines de cavalerie légère, c'est 2. Donc si vous êtes tirailleur cavalerie légère, vous n'imposez pas le moins 1 à la CT, enfin le moins 1 à la touche adverse lorsque vous faites tirer dessus. N'oubliez pas qu'il faut PU 1. Pour ce qui est de la cavalerie, elle a la règle, enfin la cavalerie légère, elle a la règle profil mixte. Regardez bien les feuilles de caractéristiques d'un cavalier. Vous avez celui du cavalier, les stats du cavalier et les stats de la monture, mais ils forment bien une seule unité et une seule figurine. Et bien évidemment, vous utilisez vos propres stats lors de l'utilisation de ces stats. La CC du cheval et du cavalier ne sont pas la même, la force également, l'endurance par contre c'est souvent la même, le commandement c'est souvent le même, le mouvement c'est souvent le même. Voilà. Le profil mixte, si jamais, c'est très simple, c'est prenez les stats qui vous incombent par catégorie de figurines. Enfin, pour ce qui est de la cavalerie légère, la règle cavalerie de soutien, quand vous avez des attaques de soutien potentielles quand vous êtes cavalier, il n'y a que le cavalier qui peut faire des attaques de soutien, pas les chevaux, enfin pas les montures, excusez-moi. Donc ça, c'est les règles pour les cavaleries légères. La cavalerie lourde, deuxième sous-catégorie, il vous faut 4 figurines minimum pour former un rang. Vous avez également un bonus de rang maximum de plus 1 avec un régiment de cavalerie lourde. Et vous avez toujours PU 2 par figurine lorsque vous êtes cavalerie lourde. Idem pour la cavalerie légère, la cavalerie lourde possède les règles profil mixte et soutien de cavalerie. On passe à la catégorie cavalerie monstrueuse. La cavalerie monstrueuse, alors là, ça rigole plus vraiment non plus, c'est quand même quelque chose d'assez énervé. La cavalerie monstrueuse, eh bien, il vous faut 3 figurines minimum pour former un rang. Le bonus de rang est de plus 1 seulement là aussi. Et vous avez une puissance d'unité de 3 par figurine. Vous avez le profil mix qui est toujours là dans les cavaleries. Et vous avez en règle spéciale la règle Pato, qu'on a déjà présentée aussi pour l'infanterie monstrueuse. Enfin, la dernière sous-catégorie du type de troupe cavalerie, ce sont les bêtes de guerre. Les bêtes de guerre, pour former un rang minimum, il vous faut 5 figurines minimum. Eh oui, comme les loups de guerre, par exemple, les loups écorcheurs ou d'autres encore qu'on pourrait trouver. Il faut 5 figurines minimum pour former un rang. Le bonus de rang maximum est de plus 1, apporté par les bêtes de guerre, et leur puissance d'unité, quel que soit leur nombre de PV, c'est 1. 1 pour les bêtes de guerre.
C'est très important de le souligner. La seule règle applicable pour ce qui est des bêtes de guerre, c'est qu'elles sont indisciplinées. Comme les nuées, elles ne prennent pas le commandement du général et elles ne peuvent pas utiliser la présence charisme, tenir les rangs de la grande bannière. Voilà donc toutes les sous-catégories qu'on pourrait avoir dans la catégorie cavalerie. Et n'oubliez pas que tout ceci est également soumis au coup fatal. Méfiez-vous, méfiez-vous vraiment, le coup fatal c'est fort. Troisième catégorie, la catégorie des chars. Vous en avez deux de sous-catégories là-dedans. Vous avez bien sûr les chars légers. Pour former un rang d'unités dans les chars légers, il vous faut 3 figurines. Vous pouvez avoir seulement un bonus de rang de +1 avec les chars légers. Et vous avez une PU de 3 pour ce qui est des chars légers pour chaque figurine. Vous avez toujours la règle de profil mixte. Vous avez la règle de roue ferrée qui fait que tout terrain difficile compte comme terrain dangereux lorsque vous êtes un char léger. Donc si vous faites un 1 sur votre test de terrain difficile loupé, vous perdez non pas 1 PV mais des 3 PV direct, cash sur char léger. Attention, ça peut faire mal. Vous avez la règle roue implacable qui oblige les personnages à vous rejoindre seulement s'ils ont la règle roue implacable aussi, sinon vous ne pouvez pas être rejoint par d'autres régiments, vous ne pouvez pas mettre un cavalier au milieu des chars légers. Et enfin, vous avez la règle très intéressante des plateformes de tir pour les chars légers. Plateforme de tir, ça veut dire que vous pouvez tirer ou lancer des sorts sur un axe de 360 degrés grâce à votre plateforme de tir sur un char léger. C'est super fort, mais n'oubliez pas, par exemple les rois des tombes, si vous êtes en ordre serré ou en ordre dispersé avec vos chars légers, donc collés l'un à l'autre, eh bien vous pouvez pas vraiment tirer sur les côtés avec les unités qui sont à l'intérieur, parce que vous allez vous bloquer la ligne de vue. Et oui, c'est comme ça que ça marche. Pour la deuxième sous-catégorie des chars, c'est bien sûr les chars lourds. Les chars lourds, ils sont toujours seuls. Voilà, il n'y a pas d'unité de chars lourds, et heureusement, sinon ça ferait très très mal. Il n'y a pas donc de minimum requis pour former un rang, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas donc de bonus de rang non plus. Et la puissance d'unité d'un char lourd, quels que soient ses PV aussi, c'est 5. C'est quand même pas mal. Ils ont la règle profil mixte, bien évidemment. Ils ont la règle roue ferrée. Ils ont aussi la règle plateforme de tir. Donc les sorciers montés sur char lourd, ça rigole 0. Ils ont la règle roue garnie de lames, ce qui fait que leur PA, leur pénétration d'armure lors des touches d'impact, est automatiquement de -2. Ça veut bien dire aussi que les touches d'impact des chars légers n'ont pas de PA, sauf si c'est précisé dans leur règle spéciale. Enfin, les chars lourds ont la règle pesant. Et la règle pesant, elle est très simple. Si vous êtes n'importe quoi, vu que vous êtes soit une figurine unique, soit un personnage monté sur un char lourd, vous êtes considéré en ordre serré. Donc vous n'avez plus le 360 des tirailleurs. C'est très important de le préciser pour les chars lourds. Et donc, si vous êtes en ordre serré, vous avez l'axe de vue à 45 degrés pour ce qui est des charges, mais vous voyez toujours, grâce à la plateforme de tir, pour tirer ou lancer des sorts à 360 degrés. Et la règle pesant vous permet de changer votre orientation de 90 degrés après vous êtes déplacé normalement. Donc pas après une marche forcée, pas après une fuite, pas après une charge. Enfin, je le reprécise bien, vous ne pouvez pas être rejoint en tant que char lourd par un personnage. Voilà, vous pouvez être la monture d'un personnage, ça dépend si c'est possible dans votre armée, mais vous ne pouvez pas être rejoint par un personnage, sinon ça formerait une unité encore plus grosse, ça serait beaucoup trop fort. Chose importante, les chars, la catégorie des chars, n'est pas inscrite dans le coup fatal ni le tueur de monstres. Donc vous pouvez pas être one shot. Plutôt pas mal, avec les règles spéciales de combat. Intéressant les chars, très intéressant. Avant-dernière catégorie de type de troupe, les monstres. Les monstres, là, c'est plutôt très simple. Il y en a aussi 2 sous-catégories. Les créatures monstrueuses, les manticores, les chimères, voilà, toutes ces créatures un petit peu qui ressemblent à ça. Elles ont une taille de socle minimum. Voilà, c'est toujours marqué dans leur feuille de caractéristiques. Mais bien évidemment, elles n'ont pas de rang possible. Ce sont également des figurines uniques. Elles n'ont donc pas de bonus de rang qu'elles apportent au corps à corps. Et leur puissance d'unité, eh bien, leur puissance d'unité ne change pas durant la bataille. Et c'est leur nombre de PV. Ah, donc ça peut être 6, 7 ou 8, voire plus, si ce sont des personnages. Donc c'est quand même vachement intéressant pour ce qui est de la puissance d'unité des monstres. Donc créatures monstrueuses, c'est le nombre de PV du départ de la partie, pour ce qui est de la puissance d'unité. Ils peuvent avoir la règle monstre monté, donc là on est complètement avec le personnage qui se raccroche au monstre, ils mélangent leurs PV, ils ont chacun leur ligne de stats,
on en a parlé juste avant, et allez revoir la vidéo personnage si vous voulez plus de détails. Et ils ont également la règle pesant, comme on vient de le présenter pour les chars lourds. Donc un mouvement normal, ils peuvent se réorienter de 90 degrés, ils ne peuvent pas être rejoints, bref, quelque chose de très intéressant, et surtout ils comptent en ordre serré, très important. Dernière sous-catégorie des monstres, les behemoths, alors là, les dragons, les créatures ultra fortes, le géant broyeur, etc., etc. Pareil, pas de figurines minimum pour former un rang parce qu'ils sont tout seuls, pas de bonus de rang parce qu'ils sont tout seuls, et PU, leur PV de départ. Ils ont la règle monstre monté s'ils sont montés, comme les dragons, vous avez la règle pesant qui s'applique également, et vous avez la règle gronde terre, qui fait que s'ils ont une attaque de piétinement, les behemoths infligent une pénétration d'armure automatique de -2 sur leur piétinement. Sauf s'ils piétinent d'autres monstres, créatures monstrueuses ou behemoths. Pour terminer les types de troupes, les machines de guerre. Les machines de guerre, pareil, sont des unités uniques et isolées, ils ne peuvent pas former de rang, donc pas de minimum requis pour former un rang, pas de bonus de rang, et leur puissance d'unité et leur nombre de PV au début de la partie. Voilà, c'est plutôt assez simple de se souvenir de ceci. Ils possèdent également la règle profil mixte, et on voit qu'il y a un nombre de PV pour les servants et un nombre de PV pour la machine. On précise bien que la PU, c'est l'un le plus élevé des deux, c'est pas le cumul des deux. En dehors des combats, on utilise l'endurance de la machine, le nombre de PV de la machine. Lors d'un corps à corps, on utilise l'endurance, les attaques, la force, le commandement, etc. des servants, ainsi que le nombre de PV des servants. Ça, c'est la petite nouveauté de Old World, hein, où on a les profils mixtes pour les machines de guerre. Vous avez la règle spéciale pour ce qui est des machines de guerre de « on n'est pas payé pour se battre ». Autrement dit, vous êtes affecté au corps à corps avec une machine de guerre, vous perdez le corps à corps et vous êtes démoralisé au corps à corps, et ben vous ne vous enfluyez pas hein, avec les 2d6 de fuite, non, 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 vous êtes détruit automatiquement. Vous avez une seconde règle spéciale qui s'applique pour les machines de guerre, c'est les armes de guerre. Vous ne pouvez pas charger, pas faire de marche forcée, et vous ne pouvez pas poursuivre après un combat avec une machine de guerre. Si jamais vous vous repliez en bon ordre après avoir perdu un combat, vous vous repliez en bon ordre de -1 avec une machine de guerre. Vous pouvez par contre céder du terrain. On arrive à vous pousser hein, lors d'une perte de corps à corps si jamais vous avez fait votre céder du terrain au test de morale. Vous pouvez par contre non pas poursuivre mais suivre si vous gagnez un combat, donc avancer seulement de 2 pas, et surtout avant de tirer, vous avez le droit de pivoter gratuitement votre machine de guerre pour pouvoir tirer dans l'axe que vous désirez. Les machines de guerre sont considérées comme tirailleurs, elles voient donc à 360 degrés. Alors, il y a les techniques un peu fourbes de pivoter gratos pour mettre un pied dans les bois et de pouvoir tirer à travers les bois, alors que juste avant, vous étiez caché derrière. Alors ça, vous voyez avec votre adversaire et demandez bien juste avant si ça fonctionne. Je précise bien que si on pivote avant de tirer, eh bien avant de tirer dans la phase de tir et pas dans la phase de mouvement, si on pivote gratos avant de tirer, on ne compte pas comme s'étant déplacé. Mais si on pivote dans la phase de mouvement, on compte comme s'étant déplacé. Et là, pour finir cette vidéo, je vais vous décrire rapidement les machines de guerre et comment elles fonctionnent. Je vous mets un petit plan à chaque fois. Les balistes, comment elles fonctionnent? Il faut être à portée pour pouvoir tirer, il faut tirer en ligne droite, il faut pouvoir voir sa cible bien évidemment. Pour pouvoir réussir un tir, il faut utiliser la CT de vos servants de baliste. Si vous réussissez votre tir, vous avez une force spécifique à votre baliste et vous avez surtout la règle traverse les rangs. C'est-à-dire que vous allez infliger un nombre de touches égal au nombre de figurines dans la ligne, si vous prenez de flanc, ou au nombre de figurines de colonne, lorsque vous prenez de front. Voilà, c'est tout simple. Donc vous pouvez passer à travers, mais attention, votre force va diminuer à chaque figurine que vous passez. Donc si vous avez 3 mecs alignés dans votre tir, votre premier tir est à force 6, votre première touche est à force 6, votre seconde à force 5, votre troisième à force 4, etc., etc., etc. Pour ce qui est des catapultes, les catapultes tirent en cloche, elles ne tirent pas en ligne droite. Il faut bien sûr être à portée, il y a une portée minimale pour les catapultes et bien sûr une portée maximale. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de voir votre cible. Vous pouvez faire des tirs indirects, mais aussi vous pouvez cibler une unité ennemie. Lorsque vous allez tirer avec une catapulte, vous allez utiliser un gabarit. Les fameux gabarits ronds de 3 ou de 5, ça dépend là aussi la puissance de votre catapulte. Vous allez également utiliser non pas la CT de vos servants, mais le dé de dispersion avec les petites flèches et la cible, et le dé d'artillerie avec l'explosion et les chiffres. Lorsque vous voulez tirer avec votre catapulte,
indiquez votre cible, jetez vos 2 dés, le dé d'artillerie et le dé de dispersion. Si jamais vous obtenez une flèche sur le dé de dispersion et sur le dé d'artillerie un chiffre, posez votre gabarit à l'endroit où vous avez désigné et déviez. Suivez la flèche et le chiffre fait sur le dé d'artillerie vous amènera le centre de votre gabarit à cet endroit. Si jamais vous faites un hit, c'est-à-dire que vous faites la cible sur le dé de dispersion et que le dé d'artillerie a donné un chiffre, ne prenez pas en compte le chiffre, poum, posez à l'endroit exact où vous avez ciblé. Si vous avez ciblé un régiment, n'oubliez pas qu'il faut obligatoirement centrer le gabarit sur le régiment. Par contre, si vous faites une explosion sur le dé d'artillerie, ne prenez pas en compte le hit ou quoi que ce soit, vous subissez un incident des catapultes. Il y a un tableau spécifique pour ça. Dernière chose, si vous faites un tir indirect, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas voir votre cible, mais que vous essayez quand même de la toucher, eh bien, même si vous faites un hit et que le dé d'artillerie indique un chiffre, vous allez bien dévier en suivant la petite flèche du hit sur le dé. Et si vous avez des servants avec une CT intéressante, 2, 3, 4, 5, qu'importe, vous avez le droit de rediriger un petit peu cette déviation de la valeur de la CT de vos servants. Donc si par exemple vous avez fait un tir indirect, vous avez fait un hit, vous allez suivre la petite flèche avec une déviation de 6, et ben vos servants ont une CT de 3, vous pouvez ramener votre 6 de déviation à 3, parce que vous réduisez le 6 de déviation à -3 la capacité de tir de vos servants. Pour ce qui est du mortier, c'est exactement comme la catapulte, sauf que si jamais vous faites un incident, c'est pas un incident des catapultes, mais un incident des machines à poudre noire. Ça peut plus vous péter à la tronche. En parlant de poudre noire, parlons du canon. Lui aussi, il a besoin d'une portée, il a besoin d'une ligne de vue, il tire en ligne droite, c'est très important. Le canon est un peu plus spécifique pour ce qui est des tirs. Vous n'allez utiliser non pas la CT de vos servants ni le dé de dispersion, mais vous utilisez bien le dé d'artillerie. Vous allez indiquer un point choisi droit devant votre canon. Vous allez jeter le dé d'artillerie. Vous allez avancer, estimer votre boulet à l'endroit où il va tomber. Le point que vous avez désigné, il va avancer parce qu'il va faire 2, 4, 6, 8 ou 10 pas. Et à partir de cette chute, l'endroit qu'a indiqué le dé d'artillerie, vous relancez une seconde fois le dé d'artillerie et ça fait la zone mortelle de votre canon. Et alors là, ça peut faire 2, 4, 6, 8, 10, et tout ce qui est dessous se prend une touche automatique du canon. Tout ce qui est dessous, à partir de l'endroit où est tombé le boulet jusqu'à l'autre bout. C'est très 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 violent. Par contre, si vous faites un incident de tir lors de l'estimation au début avec votre dé d'artillerie, si vous faites l'explosion, vous faites un tableau d'incident de tir des poudres noires. Mais par contre, si vous faites un incident de tir à l'endroit sur le second jet, sur la ligne mortelle, eh bien, ça veut dire simplement que le boulet se plante à l'endroit où il tombe, mais ça veut bien dire qu'il touche celui qui est sous le boulet qui vient de tomber. Important, la règle crack, je crois qu'elle s'appelle, le boulet de canon ne peut pas traverser, c'est-à-dire que la ligne mortelle s'arrête net si vous touchez une figurine de type monstre. Si vous arrivez avant une forêt, oui, parce que voilà, la forêt elle arrête avec les arbres, elle arrête les boulets de canon. Si vous touchez un obstacle linéaire élevé, genre une muraille, alors attention, ça va être touché, mais vous ne pouvez pas passer à travers, ou alors si vous touchez une colline ou un terrain infranchissable. Le canon orgue, il a là aussi besoin d'une ligne de vue, il doit être à portée, il doit être en ligne droite là aussi pour ce qui est de ses tirs. Donc s'il est derrière une unité à vous, vous ne pouvez pas tirer, sauf si l'autre est une grande cible. Il a la règle multitube, vous allez jeter un certain nombre de dés d'artillerie selon votre canon orgue expliqué, et ce nombre de dés d'artillerie vous indiquera le nombre de tirs que vous allez faire. Et ensuite, il faudra utiliser la CT de vos servants pour pouvoir toucher. Il n'y a aucune précision dans la règle canon orgue qui parle de tirs multiples. Donc vous n'avez pas de malus par rapport aux tirs multiples, c'est la règle multitube. Lorsque vous allez jeter vos dés d'artillerie, normalement c'est 2 pour les canons orgue, vous jetez 2 fois. Si la première fois vous obtenez un incident de tir, tous vos tirs obtenus, c'est-à-dire le second jet, aura -1 pour toucher. Mais si vous obtenez sur les 2 jets 2 incidents de tir, vous faites un incident de machine à poudre noire. Attention, ça peut péter. Enfin, dernière arme, ce sont les lance-flammes. Les lance-flammes, pareil, il faut qu'ils soient à portée, il faut que ça soit en ligne droite, il faut pouvoir voir votre cible. Il faut utiliser le gabarit de flamme et on met bien le petit bout vers votre figurine, le gros bout vers votre cible. Et oui, c'est important de le faire aussi, vous ne pouvez pas le faire à l'inverse. Et vous avez la règle colonne de feu, c'est-à-dire que en ayant aligné vers votre cible ce gabarit,
vous jetez un dé d'artillerie. Et en fait, ça va faire un peu comme le canon, ça va avancer votre colonne de feu, votre langue de feu, de la valeur du dé d'artillerie. Si vous faites un incident de tir, vous faites un incident de poudre noire. Voilà. Ça a été condensé, ça a été très compliqué de vous faire cette dernière vidéo. J'espère avoir été suffisamment clair pour vous expliquer tous les types de troupes et pour vous expliquer les formations de combat. Cette série de vidéos est terminée. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible. C'est un jeu complexe, c'est un jeu qui prend du temps. Encore une fois, ce n'est que ma version de ce que j'ai pu comprendre des règles. Merci bien sûr au cercle intérieur de la chaîne, les membres de la communauté qui m'ont aidé sur les réécritures de texte, etc. J'ai quand même bien bossé dessus, ça fait plaisir d'avoir terminé cette série vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, mettez-moi en commentaire vraiment si elle vous a plu. Je précise bien d'avance que il y a bien 9 vidéos, j'en ferai pas d'autres sur ça. Par contre, le dimanche 31 août, ça sera la veille de mon passage à temps plein sur la chaîne. Eh bien, je ferai un stream le dimanche 31 août en après-midi où je répondrai à tous les commentaires, je repréciserai là où j'ai fait quelques petites erreurs ou quelques flous dans mes explications et je mettrai cette vidéo récapitulative, donc en gros cette 10e vidéo où je reprends un petit peu les moindres petites erreurs, où je suis plus détaillé, etc. Donc ça peut faire une vidéo très longue, je la mettrai sur la chaîne secondaire. Si vous n'êtes toujours pas au courant qu'il y a une chaîne secondaire, c'est Warhammer Replay. Elle est dans toutes les descriptions de vidéos depuis quelques mois déjà. N'hésitez pas à aller vous abonner dessus. Et elle sera bien sûr disponible sur cette chaîne secondaire, ce grand stream de récapitulatif de cette série de l'été. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me soutenir. C'est très important si vous voulez que cette chaîne survive. Vous avez les partenaires avec les codes promo. Torek pour les accessoires et les tapis, Forge 3D pour les impressions 3D et Rebel Forge pour les figurines officielles du jeu. Vous avez bien sûr le Tipeee, c'est ce qui me permet de vivre, hein, littéralement le Tipeee. Le moindre don fait toujours plaisir. J'espère vraiment que ça vous a été utile. Pour moi, hein, j'ai révisé à fond. Complètement, il y a des règles que j'avais complètement zappées, que tu relis et tu fais « Ah, c'est pour ça que ça marchait comme ça, d'accord ?» C'est toujours utile hein, de répéter un peu au bout d'un an et demi quand même. On est tous un peu au même niveau, surtout avec ces petites errata. J'en ai certainement oublié. Merci à vous d'avoir suivi cette série de l'été. Merci à tous, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.